cher ami, un grand merci aux organisateurs. Ravi d'être des vôtres encore aujourd'hui, une nouvelle fois, pour parler d'une situation fréquente qui nous parle, aussi bien au plan personnel dans nos familles respectives que dans nos entourages et que dans notre société. Nous vivons une véritable transition démographique et on sait que notre population âgée, parmi les sources de dépendance, parmi les marqueurs de perte d'autonomie, c'est bel et bien les troubles cognitifs. Alors, si vous permettez, dorénavant, on ne prendra plus le terme démence, on parlera de troubles cognitifs, de troubles neurocognitifs ou de déclin cognitif. Alors, il m'a été demandé de parler des troubles cognitifs chez le sujet âgé. Oui, bien évidemment, principale cause de dépendance, une perte progressive. Ah, je sais pas, il y a des puces qui ont bien changé. Bref, progressive, irréversible, inéluctable, des fonctions supérieures. Ce sont les troubles de la mémoire, oui, mais pas que. On va voir qu'il y aura des fonctions dits exécutives qui seront touchées, on aura des fonctions de raisonnement, de calcul, et que tous ces paramètres des fonctions supérieures vont entraver bien évidemment la qualité de vie et donc donner lieu à une dépendance. Quand on voit un petit peu nos chiffres selon les derniers recensements de santé publique de l'OMS, quand on voit en fait dans les prévisions futures, les pays dits à revenus moyens ou faibles comme le nôtre, devant l'accroissement de la population âgée, eh bien, le taux d'incidence des déclins cognitifs va être majoré. Entre 2019 jusqu'à 2050, c'est quand même pratiquement 50 millions de cas de déclin et parmi lesquels 10 millions de cas de nouveaux cas. Et surtout, un élément très très important, quand on voit un petit peu dans ce superbe travail, est-ce qu'un déclin cognitif, quel qu'il soit, et je vais essayer d'être un peu, peut-être certes, m'attarder sur la maladie d'Alzheimer, c'est la première maladie neurodégénérative chez le sujet âgé, mais on va voir qu'il y a un autre paramètre. Madame Ayraqi a parlé de l'obésité. Avec l'obésité, il y a les facteurs de risque vasculaire. Et parmi les facteurs de risque vasculaire, vous avez l'hypertension artérielle et le diabète. Et on connaît les chiffres dramatiques qu'il y a dans notre pays. Eh bien, tenez-vous bien, ces facteurs de risque cardiovasculaires et ces facteurs de risque, notamment l'obésité et tout ce qui inclut cela, eh bien, va rendre compte d'un déclin cognitif qui va survenir chez le sujet âgé. Type neurodégénératif, maladie d'Alzheimer, mais également les déclins cognitifs de type vasculaire. Mais quand on voit un petit peu les pays d'Afrique du Nord et du Middle East que nous sommes, que vous voyez ici, eh bien, alors, ce qui est en jaune, c'est les modifications et l'augmentation de l'incidence due aux facteurs de risque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas que la génétique, et encore, qu'il n'y a pas que, on dira, le fatalisme vis-à-vis du grand âge, mais on va voir également que parmi ces déclins cognitifs, regardons un petit peu toutes les données démographiques, scientifiques, de prévision et de données statistiques ont bien démontré que 40% des troubles cognitifs peuvent être évités. Donc ça, c'est le principal message. Peut être évité, pas en mangeant mieux et en faisant de l'activité sportive à l'âge de 70 ans, mais peut être évité bien avant en ayant en fait une hygiène de vie qui soit assez acceptable, si ce n'est optimisable pour prévenir ces troubles cognitifs. Alors oui, notre population vieillit. Oui, je vais vous montrer cette pyramide parce que vraiment, on a parlé d'obésité. C'est vrai qu'il ne faut pas prôner l'obésité, mais vous voyez que notre pyramide est en train de devenir un peu obèse. Donc en fait, la partie médiale, qui sont des 50-60 ans, est en train d'augmenter. Et dans les années à venir, eh bien, on va avoir une véritable inversion de notre pyramide des âges. Et on va voir que parmi les déclins cognitifs, eh bien, souvent, malheureusement, encore au jour d'aujourd'hui, en 2025, sous-diagnostiqués. Pourquoi sous-diagnostiqués? Parce que on est âgé, c'est normal qu'on oublie. C'est normal qu'on refasse rapidement plusieurs fois notre prière. C'est normal qu'on soit un peu plus ralenti. C'est normal qu'on ait besoin d'une aide, tierce aide, pour pouvoir faire une tâche que nous faisions jusque-là. Donc le fait de banaliser cette plainte mnésique et ce trouble cognitif en général rend vraiment difficile le diagnostic quand il est fait à un âge tardif. Vous allez me dire, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de miracle au jour d'aujourd'hui, je vais vous laisser sur votre faim, il n'y a pas de traitement curatif du déclin cognitif, sauf le déclin de type secondaire sur lequel je vais y arriver. Mais ce qui est très important, c'est qu'on peut justement ralentir la progression en ne faisant pas mal,
en évitant la iatrogénie, en contrôlant les facteurs de risque et bien évidemment en faisant des thérapeutiques non pharmacologiques sur lesquelles je vais y revenir. Et puis, élément très important, c'est qu'on a une insuffisance drastique en professionnels de santé, que ce soit les gériatres, les neurologues, les neuropsychologues, les médecins de famille, s'ils s'intéressent à la personne âgée, pourront nous être d'une aide précieuse. Et malheureusement, souvent, le diagnostic est fait à quel moment? Au moment où, en fait, le patient va commencer à déranger. Au moment où son trouble va commencer à déranger l'entourage, le voisinage ou la société. C'est quand on aura de l'agressivité, c'est quand on va avoir des hallucinations, c'est quand on va commencer à dire des mots qui ne sont pas appropriés, c'est quand on va avoir une désinhibition d'ordre social que cela va commencer à signer la sonnette d'alarme. Donc, je passe rapidement, bilan, démarche, diagnostic, parce que j'aurai vraiment pas le temps de vous en parler. C'est tout ça, si ce n'est que, s'il vous plaît, il nous faut un minimum, un questionnaire, un MMSE, un rappel des 3 mots, même avec un indicage, ça peut nous aider. Et puis, on va l'envoyer le patient au neuropsychologue. Et puis, rapidement, s'il vous plaît, on fait une neuroimagerie. Tout dépendra du stade de la maladie dans laquelle nous sommes. Si on est à un stade de maladie d'Alzheimer, à un stade avancé, on est bien d'accord, l'IRM n'a pas son intérêt. On fera peut-être un scanner au maximum. Par contre, si on est à un stade modéré, s'il vous plaît, un stade précoce, et l'idéal, c'est de faire une IRM parce que vous pouvez trouver des causes secondaires et qu'il faille absolument traiter. Et puis un élément, n'oublions pas la dysthyroïdie, les carences vitaminiques, même si ça peut être cause-conséquence, on ne sait pas véritablement la raison, mais un élément très important, la sérologie des PHA-VDRL, la neurosyphilis peut donner des dégâts cognitifs. Et l'imagerie a son importance également. Donc je passe rapidement, en fait, vous avez la plainte, comment elle est qualifiée? Elle est simple quand il n'y a pas une atteinte des autres fonctions supérieures. Par contre, à chaque fois qu'on va avoir des troubles attentionnels, un retentissement sur les activités usuelles de la vie quotidienne, là, ça devient effectivement problématique. Alors, quand on parle de déclin cognitif, eh bien oui, il y a la maladie d'Alzheimer, oui, il y a le déclin de type corps de Lévy, le vasculaire, le DFT, la maladie de Parkinson, qui au bout de 10-15 ans d'évolution va donner lieu à un déclin de type cognitif également. Et puis, 2 choses sur lesquelles je vais pouvoir insister parce que véritablement, il y a un sous-diagnostic. L'hydrocéphalie à pression normale, s'il vous plaît. Vous avez un patient et vous avez, en fait, vous êtes vous, les personnes qui allez voir le patient dans sa globalité. Un sujet âgé qui commence à oublier, qui a du mal à marcher, qui a les pieds un peu collés au sol et qui a un problème peut-être prostatique, posons-nous la question si ce n'est pas une hydrocéphalie à pression normale. C'est sous-diagnostiqué et pourtant, quand on fait une ponction lombaire déplétive et qu'on a un test thérapeutique et le patient s'améliore, là, c'est le joker. Vous pouvez améliorer votre patient pour une dérivation. Et puis la deuxième situation, ce sont les angiopathies amyloïdes. C'est finalement de l'amylose qui se dépose au niveau des vaisseaux. Tenez-vous bien, responsable de 12% des accidents vasculaires cérébraux hémorragiques chez le sujet âgé. Et donc, quand on fait une IRM, recherchez les séquences pour voir s'il y a des microblides. Parce que ce patient-là, si vous le mettez sous aspirine ou encore sous anticoagulant, le risque de faire un AVC hémorragique avec un haut risque de morbimortalité est important. Donc, maladie d'Alzheimer, oui, 50 à 70% des troubles neurocognitifs, c'est effectivement la plus importante. Forme en général à début tardif, c'est celle dont je vais parler. C'est un dépôt de plaques amyloïdes responsable d'une dégénérescence neurofibrillaire, n'est-ce pas, et qui donc va donner lieu en fait à ces dépôts de ces plaques amyloïdes qui elles-mêmes sont scindées par des enzymes qui s'appellent les bêta-sécrétases. Juste pour vous dire, il y a eu beaucoup d'avancées au plan de l'immunothérapie de cette maladie. Mais restons sur notre faim. Les anticorps anti-bêta-sécrétase, ça n'a pas marché. Les anticorps antiprotéines bêta-amyloïdes, dont vous avez entendu parler, j'imagine, qui ont eu la MM dans certaines situations, ne seront donnés que dans des formes précoces. Et puis, il y a des facteurs favorisants. Les facteurs favorisants, c'est les facteurs de risque cardiovasculaire. Cela faudra dire que dans la prévention de ce déclin, 40% doivent être prévenus selon les données statistiquement selon les données statistiques. Parmi ces 40% de déclin qui peuvent être évités, c'est notamment par le biais d'une bonne hygiène de vie et surtout d'un contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire. Et puis la dépression. Quand vous avez quelqu'un, un sujet âgé qui commence à vous faire un syndrome dépressif, c'est peut-être une phase prodromale d'une maladie d'Alzheimer qui va commencer par un syndrome amnésique hippocampique. C'est quelqu'un qui ne fixe pas l'information qui est toute récente. Vous allez me dire, non, le patient vous dit, mais il se rappelle même de sa famille, de sa vie quand il était plus jeune. Ben oui, parce que c'est une amnésie antérograde. Sachez que le déclin dans la maladie d'Alzheimer, c'est un déclin qui va toucher les faits récents.
de plus en plus récents. Et plus on avance dans la maladie, plus un peu c'est comme la peau de chagrin, on avance dans le temps. Donc au début, on ne va pas se rappeler de nos petits-enfants. Au début, des éléments très importants. Oublier le mariage de sa petite fille, ça doit vous faire un petit warning. C'est pas parce qu'on est âgé qu'on oublie un événement aussi important. Oublier des éléments qui commencent à venir de manière récente et puis oublier qu'on oublie. Là aussi, c'est un autre problème, les patients anosognosiques qui posent un gros problème. Et donc, à ce moment-là, on va avoir peut-être des troubles de l'orientation temporo-spatiale, mais s'il vous plaît, jamais de troubles psychocomportementaux au début et jamais d'hallucinations au début. Si vous avez des hallucinations visuelles chez un sujet chez qui vous suspectez un Alzheimer, ce n'est pas un Alzheimer. Et puis, vous avez ce mind cognitive impairment. C'est donc des oublis à mesure, juste la mémoire. Par contre, c'est des personnes qui peuvent s'habiller. Vous savez, pour s'habiller, c'est une série d'actions qui doivent être programmées pour être exécutées. Ça nous fait travailler notre fonction exécutive sous-corticale. Elle ne sera pas touchée, cette fonction. La personne pourra conduire, aller dans des trajets qu'il connaît depuis avant le dépôt de la plaque amyloïde sans aucun problème. L'autonomie est parfaitement préservée. Et pourtant, c'est à ce moment-là qu'il faut faire poser le diagnostic parce que, justement, on peut faire des choses. Et puis, on avance à 2 ou 3 années plus tard, quand il n'y a pas de stimulation de la réserve cognitive, quand il n'y a pas de la stimulation de la cognition, quand il n'y a pas des mesures non pharmacologiques mises en place, et surtout quand on a enlevé de l'ordonnance de notre patient les benzodiazépines, les médicaments anticholinergiques, et chez qui on a évité l'hyponatrémie dont on a parlé ce matin, eh bien là, on peut ne pas accélérer l'évolution si vous le permettez comme ça. Et donc, à ce moment-là, on arrive à un stade 1, on va commencer à avoir des troubles du langage. Un manque du mot. La personne aura du mal à suivre une conversation. La personne aura du mal à raisonner, à prendre des décisions, à préparer un repas. Et puis, on aura une espèce d'apathie. Donc, on est quand même à une phase un peu avancée. À la différence du déclin de type vasculaire, où c'est l'apathie qui commence, ce n'est pas la mémoire qui commence, d'accord? Et puis, on avance un peu plus, et là, on va commencer à avoir une atteinte des anciens souvenirs. Plus on avance dans le temps, plus la mémoire va toucher de manière antérograde les événements de plus en moins récents, si vous le voulez. Et puis, bien évidemment, la reconnaissance des visages, la reconnaissance des objets. Et enfin, un stade sévère, là, vous allez avoir une dépendance avec une personne qui ne saura pas comment avaler, une personne qui ne pourra pas s'alimenter toute seule, une personne qui ne pourra pas marcher toute seule, avec des troubles de la praxie, des crises épileptiques et, in fine, des complications de décubitus. Et donc, voici un petit peu les troubles psychocomportementaux qui arrivent à un stade modéré. Au début, on est dans l'apathie, la dépression, et puis petit à petit, on va commencer à être irritable, on va commencer à être un peu agressif. Là, on ne dit pas qu'il y a un changement de comportement dû à l'âge, s'il vous plaît, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est en train de s'installer, qui s'est déjà installé, pardon. Et enfin, ces troubles psychocomportementaux sont fréquents et sont source de mortalité via la iatrogénie, parce qu'à ce moment-là, on va devoir mettre des thérapeutiques qui peuvent être extrêmement lourdes, non supportées, mais pour lesquelles, en fait, on pourra en parler dans la discussion. Et enfin, le risque, malheureusement, dans cette maladie grave qui est un lourd fardeau pour la famille, c'est souvent, vous avez le proche aidant qui est souvent impacté. Et sachez que le risque de dépression et de maladie cardiovasculaire est très important sur le principal aidant parce que souvent, une ou deux personnes en général, pas sur toute la famille, en attente d'avoir des structures qui pourraient nous permettre de prendre en charge ces personnes-là. Donc voici le diagnostic de la maladie d'Alzheimer. On ne va pas faire d'autopsie, c'est un élément, un faisceau d'arguments, notamment une IRM avec, s'il vous plaît, coupe hippocampique, T1, T2, séquence flair et diffusion, vous les oubliez pas, et le T2 étoile. Là, on a une atrophie hippocampique qui est cotée selon un score de 1 à 4. Et puis enfin, est-ce qu'on va faire autre chose? On va voir un petit peu si la biologie a son intérêt. Maintenant, on va parler aussi du déclin cognitif de type vasculaire. Vous avez un patient qui est hypertendu. Vous avez un patient qui est diabétique. Vous avez un patient qui est hypertendu, peut-être diagnostiqué mais non contrôlé. S'il vous plaît, les objectifs, c'est pas pour faire joli. Vous savez que selon l'Organisation mondiale de la santé, nous sommes à 80% de la population marocaine qui, soit son âge des populations marocaines hypertendues, je dis bien, hypertendues, pas de la population marocaine toute confondue, que 80% d'entre elles, soit elle est diagnostiquée mais non contrôlée, soit elle n'est pas diagnostiquée du tout. Et on sait que les microtrombies vont donner lieu à un état lacunaire qui va donner lieu à un état sous-cortical. Ce ne sera pas les troubles de la mémoire dont je vous ai parlé, on ne fixe pas l'information récente, mais ça va être plutôt une apathie, une indifférence qui est prise pour une dépression nerveuse et souvent quoi?
un problème de réalisation des différentes tâches, un trouble attentionnel. Et là, à l'imagerie, on va voir cette leucoencéphalopathie avec ces microbleeds, ces micro-infarctus que vous voyez. Troisième type de déclin, c'est le déclin à corps de Lévy. Là, s'il vous plaît, ça va être un trouble mnésique associé d'emblée aux hallucinations. Vous vous rappelez, je vous ai dit que c'est au bout de quelques années qu'on va avoir des hallucinations. En gros, au bout de 5 à 7 ans pour la maladie d'Alzheimer, là, c'est tout de suite, c'est des hallucinations visuelles qui peuvent être gravissimes, source d'une agitation terrible et pour lequel le patient va souvent être mis sous neuroleptique. Attention, avant de mettre un patient sous neuroleptique, recherchons s'il n'est pas extra-pyramidal. Recherchons ce diagnostic, parce que si on met un neuroleptique et pas n'importe lequel, on risque d'aggraver le patient au plan cognitif. Et souvent, c'est des patients qui font un syndrome dysautonomique. C'est un syndrome parkinsonien, si vous le voulez. Et donc, c'est des patients qui vont tomber tout le temps. Donc, à chaque fois que vous avez un patient qui tombe une fois, deux fois, trois fois, s'il vous plaît, recherchez justement l'hypotension orthostatique quand elle est dysautonomique, syndrome extra-pyramidal, et recherchez la notion d'hallucination. Et enfin, le déclin de type frontotemporal, où là, vous allez avoir un patient, en fait, qui va avoir pas des troubles de la mémoire, mais un syndrome frontal. C'est souvent une désinhibition, c'est une atteinte sérotoninergique, une ouverture sociale, une espèce de désinhibition, et souvent des troubles avec une espèce d'indifférence et de syndrome frontal. Et rapidement, on va avoir un trouble de l'hygiène corporelle. Alors, ce cas-ci de syndrome de déclin de type frontotemporal est très important à diagnostiquer avec les neuropsychologues, s'il vous plaît. Parce que ce patient-là, souvent, c'est quoi? Ce sont des patients qui ont un déficit sérotoninergique. Et donc, les inhibiteurs de recapture de la sérotonine pourraient améliorer ces patients-là. Donc, il est très important, s'il vous plaît, de faire l'imagerie, bien évidemment, avec, vous voyez, cette atrophie frontotemporale. Hein. Regardez les vallées sylviennes et les circonvolutions au niveau frontal. Et, bien évidemment, d'asseoir le diagnostic par des spécialistes qui sont des neuropsychologues. Et enfin, rapidement, parce que je vois que le temps, il passe vite, la maladie de Parkinson. Ben oui, la maladie de Parkinson, s'il vous plaît, 10 à 20% de cas ont un déclin cognitif, 10% par année, au bout de quelques années, et donc il faut y penser aussi. Et puis enfin, 2 situations sur lesquelles je vais insister. L'hydrocéphalie à pression normale. C'est quand même, regardons un peu, à partir de 80 ans, le taux d'incidence augmente. Ce sont des patients qui vont avoir cette fameuse triade, mais quelqu'un qui va commencer à tomber parce qu'il traîne le bras, traîne la jambe, il faut penser à ce diagnostic. On doit rechercher justement cette triade qui est l'impériosité mictionnelle avec les troubles mnésiques et le trouble de la marche. Et dans ce cadre-ci, c'est un peu compliqué. On a souvent parfois une association avec une maladie d'Alzheimer. C'est pour ça que quand on fait une ponction lombaire déplétive, on va systématiquement faire les marqueurs pour être sûr que ce n'est pas une maladie d'Alzheimer associée. Et regardez un petit peu, vous avez une imagerie, vous avez une dilatation triventriculaire avec un angle calleux qui est, regardé, normalement, il fait plus de 90 degrés. Quand il est inférieur à 90 degrés, et l'indice d'Evans, quand il dépasse les 0,3, vous faites ce score-ci divisé par ce score-ci. Quand il est inférieur à 0,3, vous êtes dans ce diagnostic-ci. Et là, il faut faire une ponction lombaire déplétive. On a eu plusieurs cas en consultation et qui se sont améliorés avec un test thérapeutique positif. On les a confiés au neurochirurgien et le patient va mieux. Sachant que pas toutes les HPN ne doivent être opérées, s'il vous plaît. Parce que là, il faut qu'on fasse un bilan neuropsy, c'est une équipe multidisciplinaire. On ne va pas faire des ponctions lombaires de manière largue à manu à toutes les patients chez qui on suspecte cette. Il faut vraiment prendre le temps de discuter avec les collègues qui connaissent le chapitre pour pouvoir justement savoir poser indication. Parce que si on fait une PL ou si on fait une dérivation et on aggrave le patient sur le plan cognitif, parce qu'il y avait une maladie d'Alzheimer associée, là on n'est pas bien. Et puis les angiopathies amyloïdes. 1%, 50% des patients de plus de 80 ans, c'est énorme, responsable de 12% des accidents vasculaires cérébraux hémorragiques. Souvent, il y a un substratum, c'est le pic hypertensif. C'est des patients, en fait, qui vont avoir un dépôt de protéines amyloïdes dû à l'allongement de l'espérance de vie. On va avoir de l'amylose, la TTR, de l'amylose un peu au niveau de la maladie d'Alzheimer, au niveau de l'hippocampe. Et bien là, un dépôt d'amyloïdes au niveau des petits vaisseaux sous-corticaux, avec donc notamment au niveau des noyaux gris centraux, avec notamment une hémorragie qui serait plutôt non pas centrale, mais périphérique, une hémorragie lobaire, souvent en général occipitale et souvent notamment au niveau cérébelleuse. Avec, comme vous voyez, vous avez des hémorragies, des hématomes lobaires comme ça postérieurs, superficiels, plutôt corticaux, il faut penser à l'angiopathie amyloïde. Et si vous avez des microbleeds, notamment comme ici avec des dépôts d'hémosidérine dans certaines séquences particulières, ce sont des patients qui, même s'ils sont sous
ont besoin d'être sous anticoagulants, eh bien, il ne faut pas les mettre sous anticoagulants. Le risque, ou sous antiplaquettaires, le risque d'hémorragie fatale est majeur. Et dans ce cadre-ci, on s'entoure d'une équipe pluridisciplinaire pour discuter de la réduction de la FA, notamment par d'autres méthodes et non pas par des anticoagulants qui peuvent entraîner un syndrome hémorragique. Et enfin, pour finir, n'oublions pas ces situations-là. Le méningiome frontal, les processus, les gliomes infiltrants, c'est fréquent chez le sujet âgé ou qui peuvent donner lieu à un trouble cognitif. Donc, s'il vous plaît, l'imagerie, elle est importante. Ce patient-là, c'est des situations d'hématomes sous-duraux qui sont fréquents chez des personnes qui ont tendance à oublier qu'elles sont tombées. Déjà, le fait d'oublier, c'est pas normal. C'est un dégât cognitif. Et si on fait une imagerie, on trouve un hématome, il faut bien évidemment le drainer. Et puis, comment on fait? On fait un dépistage. Le dépistage par quoi? Par le MMSE que vous connaissez tous. Il y a eu la traduction en arabe par l'équipe du professeur Alaoui Faris de l'hôpital des spécialités de Rabat, arabe dialectal. C'est un très bon moyen de dépistage qu'on va corréler selon le niveau socio-éducationnel, comme il a très bien dit. De manière un peu plus élaborée pour des gens qui pourraient écrire et qui savent écrire, qui ne sont pas analphabètes, le test de l'horloge. Vous voyez, une MA précoce vers une MA sévère. Et puis, bien évidemment, le MOCA, où là, c'est un peu plus élaboré, c'est plus pertinent que le MMS. Et puis, je passerai rapidement pour vous dire que, s'il vous plaît, à côté de l'IRM, il y a le PET cérébral amyloïde, n'est-ce pas? Et puis, les biomarqueurs, nous ne les utiliserons pas chez le sujet à partir de 75 ans. Dans les formes précoces, oui, on va avoir une augmentation de la protéine Tau et une baisse de la protéine bêta-amyloïde avec quand même une valeur prédictive extrêmement intéressante. Pour le traitement, oui, les inhibiteurs de la cholinestérase, oui, effectivement, la mémantine dans un stade avancé, effectivement. Et puis, il y a démontré quand même, selon plusieurs méta-analyses, que cela permettait justement d'améliorer notamment les troubles du comportement pour la mémantine. Quid des nouveautés? Eh bien, les nouveautés, je vais être très rapide. Il y a les anticorps anti-amyloïdes, notamment, si vous avez entendu un petit peu la littérature par rapport au lecanemab. Celui-ci a été pertinent pour les formes précoces, pour les MCI. D'ailleurs, il y a eu la MM en Europe, d'accord? Perfusion tous les 15 jours, ça permettait de baisser la progression de 27% sur 18 mois de suivi. Sauf que c'est des patients particuliers. Il ne faut pas qu'il y ait de microbleed, il ne faut pas qu'il y ait le porteur d'une mutation de la lipoprotéine E. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de critères d'inclusion pour ces patients-là. C'est des patients qui sont très bien choisis. Mais maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est la prise en charge des troubles du comportement, bien évidemment, et c'est surtout une approche non pharmacologique avec donc les stimulations cognitives, l'orthophonie, la kinésithérapie, l'ergothérapie et l'activité physique, le renforcement musculaire, effectivement, la lutte contre les troubles de la déglutition chez ces patients-là qui vont mourir d'une pneumopathie de dilation quand ils arrivent à un stade avancé, la prévention des vaccinations et bien évidemment rechercher, traquer ces facteurs précipitants, ces facteurs prédisposants, parce que le moindre événement intercurrent chez un patient qui a un déclin cognitif risque de l'aggraver et risque de donner lieu à une confusion mentale. Le traitement médicamenteux, à côté de ce que je viens de vous dire, la sertraline, qui aurait moins d'effets, on en a parlé ce matin, d'hyponatrémie, la miansérie notamment quand on a une angoisse le soir au coucher du soleil, qui est un antidépresseur tétracyclique mais non tricyclique, jamais de tricyclique chez le sujet âgé, et puis certains antipsychotiques quand on a de gros troubles d'agitation, d'hallucination sévères qui vont véritablement être dangereux pour le patient et pour son entourage, à petite dose bien évidemment. Et puis il y a quand même une expérience pilote, il y a des choses qui se font dans notre pays. Le premier centre de jour de maladie d'Alzheimer chez les patients donc à un stade avancé où là on a beaucoup d'activités non pharmacologiques qui permettent justement d'améliorer l'état du patient, mais également d'aider la famille pour les soulager par rapport à cette lourdeur qui est cette prise en charge de cette pathologie. Et pour finir, la prévention, le mot d'ordre. La prévention, vous avez des facteurs de risque de maladie d'Alzheimer. Eh bien, il faut éviter, il faut bannir ces facteurs de risque. C'est bien évidemment une alimentation riche en oméga 3, oméga 6, avec des acides gras polyinsaturés. Tabac, alcool, on va les éviter. L'obésité, professeur Yaraki en parlait. Le contrôle des facteurs de risque, lutter contre la dépression, lutter contre l'isolement chez le sujet âgé, mais également le moins âgé. Avoir une vie sociale comme ce qu'on est là, les échanges que nous avons au jour d'aujourd'hui. Promouvoir l'activité physique, la stimulation cognitive, la réserve cérébrale, le traitement de la dépression, le traitement des facteurs de risque. Et on évitera bien évidemment, ça a été bien démontré, les benzodiazépines s'il vous plaît, les anticholinergiques, des médicaments qu'on doit bannir. Il faut apprendre, bien sûr qu'il y a des situations particulières,
Les psychiatres sont là pour en témoigner, mais évitons autant que faire se peut ces molécules-ci. Et puis enfin, pour finir, il est certes extrêmement difficile de parler en 30 minutes, n'est-ce pas, docteur Louafi, des troubles cognitifs chez le sujet âgé. Les troubles cognitifs chez le sujet âgé, il faut se dire qu'on n'est pas dans la fatalité. La fatalité, se dire de ne pas s'occuper avant l'installation de ces troubles cognitifs. Véritablement, la prévention, c'est le mot d'ordre. La prévention commence dans le plus jeune âge. Maintenant, il y a un warning. Nous avons une population qui vieillit. Le nombre de patients avec déclin cognitif qui avaient même tous ces facteurs protecteurs et qui font un déclin, il est là. Et là, c'est véritablement un drame, aussi bien pour le patient que pour sa famille. Et il faut savoir que la iatrogénie est responsable aussi d'un certain nombre d'augmentation de morbimortalité. Et on insiste surtout sur l'importance des mesures non pharmacologiques, Inch'Allah, de structures de jour qui permettent justement un peu partout dans notre pays de prendre en charge ces patients. Et je vous remercie.